Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Bruxelles va-t-elle devenir capitale européenne de la culture en 2030? Vous allez me dire qu'on a le temps, mais un duo de choc y travaille déjà. Adja Labib, journaliste bien connu, et Jan Goossens, l'ancien patron du théâtre flamand de Bruxelles. Adja Labib sera avec nous sur le plateau avec Stelios Kouloglou, député européen grec. Il est également écrivain et réalisateur. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles en respectant bien sûr les règles sanitaires, les distances réglementaires. Et d'abord, je vous présente Adja Labib. Merci d'être avec nous. On vous connaît bien pour avoir présenté le journal télévisé et aussi des émissions culturelles comme Tout le Bazar sur la RTBF, sur Arte aussi. Vous êtes également réalisatrice de films, de documentaires. Et là maintenant, vous êtes chargée de préparer la candidature de Bruxelles au titre de capitale européenne de la culture en 2030. J'ai d'abord envie de vous demander, mais quelle mouche vous a piqué? Vous savez que vous allez pouvoir oublier les paillettes et vous engouffrer dans de la paperasse. Ça vous fait pas peur de monter un dossier pareil? Alors, les paillettes, non, j'ai pas peur du tout parce que j'ai été reporter de guerre et c'est pas ça qui a fait ma carrière professionnelle jusqu'ici. Disons que la paperasserie, je trouve que vous êtes un peu médisant, là. Mais ça doit être compliqué quand même à monter. C'est passionnant. C'est une aventure passionnante qui va nous permettre de rassembler finalement toutes mes passions, en tout cas pour ce qui me concerne, à savoir des questions sociétales, des questions d'environnement, de durabilité, d'urbanisme, de diversité, d'ouverture d'abord aux autres, à soi, à l'Europe et au monde. Donc la culture, c'est quelque chose de très vaste en fait. Je pense que la culture, c'est ce qui fait finalement l'humanité. C'est le propre de l'homme, c'est ce qui fait qu'on a envie de s'élever sans cesse, c'est ce qui nous différencie du monde animal. On ne cesse d'évoluer, on ne cesse de découvrir, c'est ce qui fait qu'on fait une société en fait. Ce que nous partageons en commun, ce sont des films, ce sont des musiques, ce sont des goûts aussi culinaires. Si vous prenez une frite ici à Bruxelles, je vous dirais béarnaise, mayonnaise, ketchup, un Chinois peut-être ne peut pas le comprendre, mais s'il passe ici, c'est ce qu'il aura envie de goûter. Et alors, vous montez ce projet à un moment un peu particulier, en plein confinement, la culture est un petit peu oubliée, elle se sent mise à l'écart. Est-ce que ça alimente votre réflexion et est-ce qu'on vous voit comme le Messie? Mais je ne mêlerai pas la religion et le Messie à tout ça, mais je pense qu'on vit une période de crise et la pandémie qui nous a coupés d'ailleurs de la culture et de toute la richesse qu'elle peut nous apporter au niveau intellectuel, mais aussi au niveau des émotions, a mis en lumière quelque part une réalité qui lui était préexistante. Les injustices qu'on dénonce aujourd'hui, elles existaient avant la pandémie. Quand on parle de fracture sociale, quand on parle de paupérisation, quand on parle de la situation des artistes, tout ça préexistait. Mais la pandémie la met en lumière. Alors on a le choix aujourd'hui de se réinventer quelque part. Donc on vit une crise qui peut être extrêmement passionnante en fait, qui nous pousse à relever le nez et à regarder à un horizon lointain et de se dire comment on a envie d'être dans 10 ans, quelle est cette ville dans laquelle on a envie de faire grandir nos enfants, à quoi elle devrait ressembler, comment on devrait vivre. Et c'est pour ça que c'est un projet en fait passionnant parce que d'abord il est très inclusif. On a envie vraiment de faire de cette diversité, de cette ville. On parle de Bruxelles comme la ville la plus cosmopolite du monde après Dubaï. On y accueille près de 180 nationalités. Comment est-ce qu'on mélange ces nationalités? Comment est-ce qu'on inclut aussi, par exemple, les eurocrates, les parlementaires, à les sortir quelque part du Pentagone, à les faire se balader à Molenbeek, à ouvrir le canal, etc., etc. Alors ça rejoint un petit peu la vision de Bruxelles d'Alain Berenbaum, un avocat bruxellois bien connu, qui est également écrivain et qui vous adresse un message. Vous êtes d'accord de l'écouter ?
Avec plaisir. Allez, on y va, Alain Berenbaum. Bonjour Adja, je pense que c'est une idée formidable de refaire de Bruxelles la capitale culturelle de l'Europe, surtout en ce moment-ci où la culture est tellement mise à mal. C'est aussi un signal pour rappeler que la culture est essentielle et justement à Bruxelles, qui est une véritable, non pas seulement cité européenne, mais surtout une cité monde. Et cela depuis l'Expo 58. L'Expo 58 a été la première expo d'après la guerre mondiale, une façon de montrer que le monde se retrouvait, se serrait dans ses bras. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est formidable à Bruxelles, c'est de voir que c'est une ville qui a accueilli 175 nationalités, 275 langues, et que pratiquement un Bruxellois sur deux est un fils d'immigrés ou une fille d'immigrés. Moi-même, je suis fils d'un Polonais et d'une Russe. J'en suis exactement le modèle et mes voisins et ceux d'en face et ceux des autres quartiers. Et donc Bruxelles, c'est vraiment l'expression de ce qui se passe dans le monde, mais qui se synthétise aussi. Retour sur le plateau du Parlement européen, Adja Labib, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez. Ça va transparaître donc dans votre projet également, ce côté cosmopolite, ville-laboratoire. Ah, ce sera incontournable. Et vous dites ville-laboratoire, ça c'est vraiment un des points forts de notre projet. Je pense que Bruxelles est vraiment le lieu où on peut mélanger des ingrédients improbables. La Zinneke Parade, qui a été créée d'ailleurs lors de Capitale européenne de la culture en 2000, en est un bel exemple. On doit se réinventer aujourd'hui. On a à peu près 10 ans pour le faire, mais c'est le processus qui va compter parce qu'on a envie évidemment on ne va pas réfléchir pendant 3 ans, 4 ans dans des bureaux enfermés. On va, à l'exemple de l'Europe d'ailleurs aujourd'hui, qui mène cette consultation populaire et demande aux Européens, aux citoyens de se projeter dans 10 ans. Quelle Europe ils ont envie de voir dans 10 ans? On peut partir de Bruxelles. Et si Bruxelles était la capitale, mais la capitale pérenne, pas seulement de 2030, la capitale pour toujours, parce que si on devait refaire l'Europe finalement, est-ce qu'on ne commencerait pas par là, comme l'aurait dit un personnage célèbre, mais il paraît que ce n'est pas lui qui l'a dit, mais bon. Je commencerai par la culture. Je commencerai par la culture. Donc peut-être que c'est ça qui manque finalement à l'Europe. L'Europe doit cesser d'être ces embouteillages, ces directives, l'Europe administrative, l'Europe politique, économique existe et les citoyens ne s'y projettent pas vraiment. Peut-être qu'il manque cette Europe humaniste, cette Europe collective de la mémoire, cette Europe, oui, artistique qui mêle toutes les disciplines, tous les genres et dans lesquels finalement les gens se sentent représentés. Adja Labib, regardez bien. Gaufre de Liège ou gaufre de Bruxelles? Parce que, vous le savez sans doute, Liège pourrait également présenter sa candidature au titre de capitale culturelle en 2030. Et vous avez vécu à Liège, vous avez même le titre de citoyenne d'honneur de la ville de Liège. Alors, est-ce que les Liégeois ne vous considèrent pas comme une traître? Je ne pense pas. Quand on est passé par Liège, on n'en sort pas indemne. On reste un peu liégeoise de cœur pour toujours. Et j'adore cette ville et j'y retourne très régulièrement. Mes enfants sont nés à la citadelle de Liège, même s'ils habitent aujourd'hui avec moi à Bruxelles et qu'ils sont devenus bruxellois. Voilà, je suis une vraie bruxelloise en fait. Mes parents viennent de Kabylie, d'Algérie. J'ai habité Liège. Je suis née quand même dans le Borinage, à Mons. Voilà, c'est ça un bruxellois, finalement. Alors. Donc, je suis très gourmande, je croquerai dans les 2 gaufres. Et figurez-vous que mon père, qui était mineur de fonds, à Bruxelles, après, sur le tard, et pour arrondir les fins de mois, a été vendeur de gaufres dans le centre, près de la Grand Place. Alors, nous avons joint Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège. Vous allez l'entendre, il vous demande en fait de rejoindre l'équipe liégeoise pour défendre la candidature de sa ville et il menace de vous retirer votre titre de citoyenne d'honneur si vous ne le faites pas. C'est une interview exclusive, on l'écoute. Ah, on me dit dans l'oreillette que nous ne retrouvons pas l'interview de Willy Demeyer, mais Adja Labib, vous me croyez sur parole? Absolument.
D'ailleurs, je tends tout de suite la main et les bras à Willy de Meyer. Et je suppose qu'il n'y aura d'ailleurs pas que Liège qui sera candidate. Enfin, c'est possible. On parle de Louvain également. Gand se prépare peut-être. Et moi, j'ai envie de dire que la pire des choses, ce serait que chaque ville qui ait 10 candidatures, il y en a par exemple 8 candidatures françaises pour 2028, ce serait triste. En plus, 2030, vous savez, ça coïncide avec un autre anniversaire qui est le bicentenaire de l'existence de la Belgique, créée en 1830. Grâce à quoi? Grâce à une révolte née après la muette de Portici qu'on a jouée ici à Bruxelles. La culture, tout ça fait sens finalement. Il y a une conjonction stellaire, j'ai envie de dire, qui fait que ça doit se passer à Bruxelles. Alors, vous allez travailler sur ce projet avec Jan Goossens, l'ancien patron du KVS, le Théâtre Royal Flamand de Bruxelles. Si vous voulez bien, on va écouter Jan Goossens, à qui j'ai demandé s'il était heureux de travailler avec Adja Labib. Complètement, c'est mon rêve depuis longtemps. On se connaît depuis 15 ans. Et quand j'ai quitté Bruxelles et le KVS en 2016 pour aller travailler en France, je me suis dit un jour je retournerai. Et Adja était absolument sur ma liste de personnes avec qui j'avais très envie d'un jour collaborer. Donc que ça devienne possible aujourd'hui, c'est fantastique. Alors comment vous allez répartir les tâches? Elle va s'occuper des artistes francophones et vous des flamands? Surtout pas, surtout pas. C'est un projet bruxellois, c'est un projet mélangé. On ne fait plus cette distinction-là dans cette ville. On va concevoir ce trajet sur 10 ans ensemble. On va rêver ensemble, elle et moi, mais avec tous les artistes, toutes les institutions culturelles bruxelloises et tous les Bruxellois. Donc ça va être un projet commun dont on va essayer d'être les moteurs tous les deux côté à côté. Et c'est quoi la vision de Bruxelles que vous avez envie de mettre en avant, vous, Jan Goossens? Je voudrais surtout créer un espace où on peut tous rêver ensemble sur cette ville et le Bruxelles où on a envie de vivre dans 10 ans. C'est une ville laboratoire au cœur de la Belgique, au cœur de l'Europe. Tous les grands enjeux en termes de vivre ensemble, du climat et de la culture se jouent ici. Si j'ai envie de défendre une image de Bruxelles, c'est vraiment Bruxelles comme laboratoire où on peut inventer le Bruxelles de demain avec nos artistes, avec nos jeunes et avec un maximum de Bruxellois. Et voilà, Adja Labib, rassuré, Jan Goossens est heureux de travailler avec vous. Alors Adja, je vous propose maintenant d'accueillir Stelios Kouloglou. Il est député européen, grec, membre du parti Syriza, le parti d'Alexis Tsipras, l'ancien Premier ministre qui a dirigé le pays durant la crise financière. Et on accueille Stelios Kouloglou. Merci d'être avec nous. Vous pouvez saluer, mais de loin, Adja Labib et tomber le masque durant l'interview. Alors si on vous a invité, et c'est parce que vous êtes député européen bien sûr, mais vous êtes également réalisateur, écrivain et vous êtes, on peut le dire, obsédé par Angela Merkel, à qui vous avez consacré un film d'ailleurs, ça s'appelle La Marraine, une allusion au parrain, parce que vous voyez en Merkel une patronne de la mafia de la finance. Est-ce que vous avez terminé votre psychothérapie pour comprendre pourquoi vous détestez autant Angela Merkel? Je ne la déteste plus. Non, parce qu'elle a compris pas mal de choses. Elle a changé un petit peu. Les initiatives pendant la pandémie étaient à une direction très positive. À mon avis, Schäuble, quand même. Le ministre allemand des Finances. Oui, c'est lui qui reste fidèle à tous les dogmes qui ont détruit l'économie européenne et plutôt les pays les plus pauvres. Elle a fait souffrir la Grèce, en tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti durant la crise financière. Et là, grâce, si j'ose dire, à la pandémie, c'est vrai que l'Europe a pris une série de décisions, le plan de relance notamment, qui va venir en aide à la Grèce. Justement, tandis que Schäuble, même la semaine dernière,
il s'est présenté encore une fois en disant non, 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 il faut toujours payer attention à la dette. Il a dit comme si n'est rien passé entre le temps de la crise économique et la pandémie. Tout le monde a changé. Biden, c'est le président américain, est un exemple très significatif, à l'exception de Schäuble. Alors moi, je voulais bien filmer quelque chose sur lui. Mais là, pour le moment, vous êtes en train d'écrire un roman, roman sur le Parlement européen. Alors, est-ce que ça va être un livre d'horreur ou un livre romantique, un livre d'amour? Pas tellement d'amour, plutôt un thriller politique, un thriller je dirais. Oui, avec tous les coulisses qui se passent ici, le vrai pouvoir qu'on ne le voit pas. Mais il y a des pouvoirs qui sont cachés ici. Vous parlez des lobbies, là? Des lobbies et aussi bien des personnages dans le Parlement et qui ne se présentent pas, que la majorité des personnes ne les connaissent pas, mais quand même, ils exercent, ils maintiennent un pouvoir extraordinaire. Donc il y a une vie secrète ici au Parlement européen, il y a des choses qui se jouent en coulisses et qu'on ignore. Oui, il y a aussi des meurtres politiques pour le moment, mais on va voir. Des assassinats politiques. Des assassinats politiques, voilà. Mais on va voir s'il reste au niveau politique ou bien non. C'est intriguant. Hein, c'est intriguant. On rentre ici debout et puis on ressort dans des valises, c'est ça? Je ne vais pas vous dire davantage parce que ce sont mes secrets, non? Alors, Stelios Kouloglou, Athènes a été la première ville qui a été désignée capitale européenne de la culture. C'était en 1985, grâce à Mélina Mercouri. Oui. Ça a apporté quoi à Athènes, ce titre-là? Beaucoup. Ça a donné à Athènes une image cosmopolite, ouverte à tout le monde. Ce n'était pas le cas à l'époque, notamment. Dans les années 80, c'était plutôt le début de l'ouverture de la Grèce vers l'Europe et l'Union européenne. Alors, ça a beaucoup fait pour connaître des autres gens qui venaient des autres pays, la culture, les arts. C'est intéressant, c'est extraordinaire et je vous félicite que vous travaillez pour ce projet sur Bruxelles. Stelios Kouloglou, si vous deviez suggérer un accent grec au projet que Adjal Habib est en train de monter, ce serait quoi? C'est plutôt la cuisine grecque qu'on pourrait aussi faire entrer là, parce que la cuisine grecque a beaucoup progressé ces dernières années. Ce n'est pas très bien connu en Europe. Moi, j'ai organisé pas mal de fêtes ici, dans le Parlement, pour faire avancer le truc là. Mais écoutez, en Grèce, il y a, même pendant la grande crise économique, nous avions seulement à Athènes 200 théâtres qui opéraient. Même dans la crise économique la plus forte, à l'apogée de la crise. Il y a des gens très dynamiques. Il y a des jeunes gens très dynamiques, des musiciens, des acteurs et des actrices, des écrivains. Adjal Habib, Stelios Kouloglou parlait de la cuisine grecque tout à l'heure. Ça fait partie de la culture et on va la retrouver aussi dans votre projet peut-être? Ah oui, tout à fait. L'aspect culinaire est très important. Il faut nourrir son corps et son âme en même temps. Moi, j'avais une question. Vous savez que d'autres villes seront candidates aussi en Europe. Et donc, en 2030. Il y aura une ville belge, en tout cas, voire plusieurs. Et il y aura aussi une ville chypriote. Donc, Chypre va proposer une ville et puis peut-être une troisième qui est d'un pays candidat à l'Union européenne. Alors, ouh là là. Donc on aura de toute façon peut-être une main tendue vers Chypre et donc un petit peu de cuisine grecque. Hein. Je pense que vous avez plus ou moins les mêmes traditions culinaires. Et j'allais vous dire, si une troisième ville devait être candidate et qui serait donc candidate à l'Union européenne, ce serait peut-être une ville turque.
Pour faire le grand écart entre... Est-ce que Istanbul pourrait devenir capitale culturelle 2030 et comment vous vivriez ça, Stelios Kouloglou? Istanbul, c'est une grande ville avec une tradition énorme, une belle ville aussi. Et une ville qui était multiculturelle. Maintenant, pas beaucoup, mais quand même, ça existe encore. Et alors, oui, je pensais que si la Turquie faisait partie de l'Union européenne, ça pourrait être un truc très intéressant. Comme d'ailleurs, c'est très intéressant Bruxelles en tant que capitale culturelle. Pourquoi? Parce que Bruxelles, c'est par excellence la ville cosmopolite où tout le monde vient ici. Mais aussi parce que les institutions européennes et aussi ici le Parlement européen et ses députés ont absolument besoin de la culture, plus que la population ordinaire. Bruxelles, c'est une ville où vous travaillez ou c'est une ville où vous vivez? J'aime beaucoup Bruxelles. Je travaille. Mais vous ne répondez pas à la question. Non, je n'ai pas répondu, non. Vous vivez ici, vous arrivez à... c'est vrai qu'un des problèmes, en fait, des eurocrates, c'est qu'ils ne se mêlent pas à la population. Ils viennent travailler, puis ils repartent. Et donc, nous, par exemple, dans mon envie, c'est aussi d'inclure tous les expatriés qui viennent travailler ici, mais qui ne se mêlent pas, finalement, aux citoyens bruxellois. Et moi, je vous invite à co-créer ce Bruxelles 2030, à faire de Bruxelles capitale européenne de la culture, mais en participant et en invitant tous les parlementaires à y participer concrètement et pas seulement en venant pour les sessions. Mais je pense que j'ai déjà vu Stelios Kouloglou aller manger des frites sur la place du Luxembourg. Sur la place du Luxembourg. Quelle audace. À la place, non, c'est vrai, je dois répondre correctement. Oui, j'ai vu quelquefois ici, mais je voulais vivre davantage, passer plus de temps ici. Et comme j'écris maintenant, je filme, je peux le faire ici. Stelios Kouloglou, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure à propos d'Istanbul. On parle beaucoup de la Turquie pour le moment, ici au Parlement européen et dans les institutions européennes. Est-ce qu'il faut tendre la main à Erdogan qui veut se rapprocher, semble-t-il, de l'Union européenne à nouveau, ou est-ce qu'il faut le sanctionner? On voit bien que les Européens ne sont pas d'accord. Non, c'est un dilemme très intéressant et très difficile à répondre, parce que nous avons le même dilemme face à tous les dictateurs. Oui. Mais vous avez une relation particulière avec la Turquie, quand même. Oui, mais quand même, moi, je le vois, je vous parle en tant que député européen, pas en tant que grec qui veut se battre avec la Turquie. Non, pas du tout. Mais en tant que citoyen européen, je vous dis que si on coupe tous les ponts avec un pays qui se trouve dans une situation politiquement très difficile, avec un leader qui se comporte comme un dictateur. C'est très difficile. Moi, pendant que nous avions le même dilemme, j'ai proposé à mes collègues de demander aux politiciens kurdes et turcs qui sont en prison, de demander qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont imposer des actions ou bien il ne faut pas imposer des actions. Qu'est-ce que vous dites? Alors, on a demandé à Demirtas, qui est le leader des Kurdes. Il se trouve en prison. Il n'a rien fait. Il était député. Il a été arrêté à la prison. Il est maintenant 4 ans. Et lui, comme les autres, ils ont répondu non, coupez pas les ponts. C'est mieux, pour nous qui sommes en prison, c'est mieux qu'il y ait une pression. C'est mieux qu'il y ait quelques liens qui existent encore, qu'on pourrait influencer à travers les liens. Donc vous n'avez pas de position dogmatique anti-turque comme on aurait pu l'imaginer. Vous êtes un homme d'ouverture, y compris avec Erdogan. Écoutez, oui, évidemment.
Mais mon grand-père, il a été tué par les Turcs. Le grand-père que je porte son nom. Et je ne l'ai jamais vu, évidemment, parce que je n'étais pas dans la guerre avec la Grèce gréco-turque. Mais quand même, c'est les mémoires qui proviennent de ma grand-mère, ma arrière-grand-mère, disent qu'il y avait une cohabitation avec les Turcs, les Ottomans, à l'époque, qui était très bien. C'était plutôt les tensions nationalistes qui a détruit tout. Vous voyez, ce sont les gens, qu'ils soient des Grecs ou des Turcs, veulent passer une vie heureuse, normale, travailler, jouer, faire tomber amoureux, quoi. Et comment est-ce qu'on arrive à déradicaliser le débat, à arriver à un échange plus serein par l'éducation et la culture? Voilà. J'ai oublié de vous poser la question. Qu'est-ce que ça va apporter à Bruxelles d'avoir ce titre, de l'argent, de la visibilité? Alors, d'abord, Bruxelles a souffert quand même des attentats, par exemple. Certaines parties de Bruxelles en particulier, dont on a dit que c'est devenu l'enfer presque sur Terre, hein, pour ne pas la citer, Molenbeek. Je pense qu'on souffre d'une image de marque qui était écornée. Je pense qu'on manque de fierté aussi. On connaît mal, finalement, nos talents. Souvent, il faut aller briller en France, à l'étranger, aux Pays-Bas pour les Flamands, en France pour les francophones, en Allemagne pour les germanophones, pour enfin être reconnu chez soi. Et je pense que tout ce que j'ai fait en tant que journaliste pendant des années, à savoir mettre en lumière notre richesse, mais pas seulement artistique, je dis culturelle dans le sens large du terme, parce que quand on demande à un artiste qu'est-ce qui l'inspire, quels sont les gens, les lieux qui l'ont forgé, on parle d'écologie, de société, de politique, de démocratie, de diversité, en fait, de toutes ces grandes questions sociétales, finalement. Et donc, c'est ça que ça va apporter à Bruxelles. Ça va apporter une reconnaissance de soi-même, une identité. Voilà. Merci Adja Labib, merci Stelios Kouloglou de vous être arrêté à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Station Europe.